On a déjà beaucoup de monde présent et vu le sujet, c'est assez vaste. Donc, on va commencer à l'heure. Il y a un replay pour ceux qui arriveront avec un peu de retard. Donc, ils pourront prendre le train en marche. Puisque aujourd'hui, on a la chance d'avoir Christophe Sens, qui est expert comptable, membre de la commission sociale, et Mehdi Kosanalagi, qui est avocat associé chez Barthélémy Avocat. On a la chance de les avoir pour nous faire le point sur l'actualité sociale, pour vous faire gagner un peu de temps. L'objectif étant que, à l'issue de ces 45 minutes, vous sachiez tout ce qu'il faut savoir en ce moment sur le social. Alors, évidemment, les principales mesures du PLFSS, là sur lequel je pense que Christophe interviendra assez largement. Ensuite, on a un petit point assez court sur l'organisation des élections professionnelles avec quelques petites nouveautés. Plus largement, peut-être quelques informations, mais le gros du sujet reste les congés payés et le tsunami des arrêts du 13 septembre, par lequel il y a des changements majeurs concernant la maladie et l'acquisition des congés payés. Donc, je dis que ça commence. Je vous laisse la parole, peut-être, du coup, pour commencer sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je ne sais pas à qui je passe la main. Ben, Christophe? je vais commencer et ensuite on fera avec Mélie. Bonjour Maître, bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous. Alors, ce projet de loi, c'est un projet de loi de financement et je dirais, on va le mettre un mot, c'est la lutte contre la fraude. Je pense que si on doit avoir à résumer le projet de loi, parce qu'il n'y a pas grand-chose, hein, sincèrement, pour la partie sociale, néanmoins, beaucoup de dispositions sont sorties autour de la fraude. La première, c'est la réforme de l'abus, la procédure d'abus, l'abus de droit. Hein, l'abus de droit social, on l'avait peut-être un peu oublié, mais ça existe comme dans le droit fiscal, mais il y a un abus pour ceux qui voudraient éluder ou atténuer les contributions ou les cotisations. Eh bien, ils ont réformé un peu tout simplement en conservant une sanction administrative qui n'est pas neutre, puisque la sanction administrative, c'est 20% des cotisations ou des contributions. Donc ça, ils l'ont gardé. Par contre, ils ont supprimé le comité d'abus, puisque tout simplement, depuis 2015, il n'existait plus. Donc, il n'y a plus personne. Donc, ils en ont tiré la conséquence qu'on garde la sanction, mais qu'on enlève le comité, ce qui est quand même étrange, parce qu'en matière fiscale, on a toujours un comité. L'autre point important dans la réforme, dans la procédure, c'est toujours dans cette lutte contre la fraude, c'est de pouvoir transmettre aux plateformes, pour les auto-entrepreneurs, la possibilité de précompter à compter du 1er janvier 2026 directement les cotisations. Donc, l'auto-entrepreneur qui passera par une plateforme, eh bien, il percevra le net et c'est directement la plateforme qui versera aux URSSAF les cotisations et contributions. Ça, c'est pour le 1er janvier 2026. C'est ce qu'on appelle les tierces déclarations qui sont faites là-dessus. Donc, vous voyez, on est encore toujours dans cette culture de lutter contre les non-déclarations ou en tout état de cause, ceux qui voudraient se soustraire ou diminuer l'assiette des cotisations ou du chiffre d'affaires plus exactement pour les auto-entrepreneurs. Un autre point moins précis pour nous concernant, c'est que pour les praticiens qui auraient été condamnés pour fraude, eh bien, on dit dans le dispositif, l'article 7 du dispositif dit tout simplement que dans ce cas-là, les praticiens, on ne prendra plus en charge leurs cotisations, notamment une partie des retraites. Vous savez que pour les médecins conventionnés secteur 1, on prend une partie, donc on ne les reprendrait plus si là-dessus. Mais ça, on est bon. Autre élément qui, hélas, peut être avantageux ou défavorable, mais qui pour nous était avantageux, c'est qu'il n'y a plus, et c'est au moins inscrit dans le texte, il n'y a plus de transfert des cotisations ARCO-AGIRC vers l'URSSAF. Ça, c'est écrit dans le texte, c'est net et précis. Attention, cela ne veut pas dire que pour autant, il n'y a pas le transfert. Il reste toujours le transfert de ce qui concerne la caisse de dépôt et consignation, mais que ça ne correspond pas à la plupart de nos ressortissants. Ça, c'est un point. Et en contrepartie, puisqu'il n'y a pas le transfert, on a réintroduit un ancien dispositif, c'est la coordination entre les deux organismes, URSSAF, ARCO-AGIR, notamment lorsqu'il s'agit de faire des demandes de délai de paiement, etc. etc. Voilà, si vous voulez, on a remis l'ancien système là-dessus. Parallèlement, je vais peut-être un peu vite, mais parallèlement, le texte nous dit que les contributions conventionnelles de formation et du dialogue social ne seront pas portées par l'URSSAF,
Mais je mets un mais parce qu'il se peut qu'un amendement, quelque part, parlementaire puisse sortir. Je ne dis pas pour qui et qui en est les auteurs, mais il semblerait bien qu'un petit amendement sorte. Donc, ça, dans ce cas-là, il n'y aurait plus de transfert des conventionnels de formation. On parle bien de la conventionnelle de formation et de dialogue social aux URSSAF. Donc là, ça va poser un problème, mais Mehdi est bien placé être les bons collecteurs demain parce qu'il y a de belles batailles en perspective là-dessus. Autre élément, donc quand je dis que la loi de finances est relativement pauvre, c'est simplement que quand il y a du recouvrement, on a un redressement, eh bien, l'URSSAF devra informer les caisses, notamment les caisses de CARSAC, pour réajuster les droits des salariés. Ça, c'est écrit dans le texte. On constate qu'il y a un redressement, on redresse, mais on va jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on régénère des droits normaux aux salariés s'il y en était nécessaire. Voilà, en gros, je dirais, si je devais résumer très simplement cette loi de finances, il n'y a rien d'exceptionnel dans la loi de finances, si ce n'est de vous alerter que tout est mis contre la fraude. Donc, je ne peux que vous alerter et de là alerter nos clients sur des dispositifs de plus en plus vers de la sécurisation, vers de la fiabilisation, évidemment, de lutter contre tout système qui pourrait éluder, voire atténuer de manière drastique les cotisations et contributions. Voilà ce que je pourrais dire sur cette loi de finances, je répète, assez simple. Pour l'instant, c'est un projet de loi. Je ne sais pas si, Mehdi, tu as d'autres points complémentaires. Bonjour à tous, bonjour Mélanie, bonjour Christophe. Bon, je voulais rassurer Emmanuel Lejeune, tout va bien. Je suis en pleine forme et grâce à vous, ça va aller encore mieux. Souhaitons-lui un bon départ pour Marseille. Juste un point sur la fraude. On l'a vu, il y a une volonté de limiter une fraude sur les arrêts maladie qui pourrait paraître suspicieux, et notamment sur les arrêts visio-maladie, où ils aimeraient limiter a priori la suspension du contrat pendant 3 jours. Et ils aimeraient aussi augmenter le système de lutte contre la fraude, notamment quand un médecin contrôleur de la CPM interviendrait, il pourrait suspendre immédiatement le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale. Entre nous, ça fait 25 ans que je fais ce travail, je ne l'ai jamais vu. On verra si d'abord c'est voté, comment ce sera mis en place et comment ce sera effectivement ressenti par les cotisants et les contribuables. Voilà donc les grandes lignes. On peut dire quand même que la loi de sécurité sociale de cette année n'est pas quelque chose de très très fort. Il n'y a pas de grosses nouveautés, il n'y a pas de grande révolution de ce qu'on a connu. Les révolutions viennent plutôt apparemment de la Cour de cassation que ne viendraient Mais du on va législateur voir, bien sûr. actuellement. Voilà. On va voir. Avant de passer à Donc, la Cour de cassation, on va quand même passer aux organisations des élections professionnelles parce qu'on a quand même beaucoup de questions d'adhérents à ce sujet-là. Et on avait pris assez largement position avant les modifications de cet été. On avait pris position chez ECF en disant que c'était pas la peine d'organiser des élections. Je te laisse refaire le point là-dessus, mais voilà, il y a une vraie contradiction avec la doctrine passée. alors, très rapidement, on sait que je dois organiser des élections professionnelles, CSE maintenant, dès que j'ai atteint mon salarié pendant 12 mois consécutifs. Pour organiser les élections, je suis en principe tenu d'informer les salariés que je vais organiser des élections et informer les organisations syndicales locales ou nationales, puis pour après les inviter à négocier le protocole préélectoral. Pour les TPE de moins de 20 salariés, on disait que je devais informer les salariés de l'organisation des élections et que si je n'avais pas de candidat dans les 30 jours chez moi, je n'avais pas à inviter les organisations syndicales à négocier le protocole électoral. Ça veut donc dire que j'organisais les élections tout seul dès que j'avais un effectif entre 11 et 20. Simple, simple, mais la Direction générale du travail a publié un question-réponse qui nous dit la même chose, informer les salariés, si pas de candidat, ben, la conséquence aurait été, je dis bien au conditionnel, informer et ne pas inviter les organisations syndicales, mais la DGT a mis le processus électoral de mémoire s'achève. Question-réponse de la DGT, ça n'a pas une valeur juridique de dingue, mais le CERFA qu'on utilisait était comme ça. Ben, je formais les élections, pas de candidat, j'arrêtais le processus électoral puisque la DGT me disait que c'était l'erreur. L'erreur a été relevée par la DGT cet été. Je crois que le 8 août 2023, elle a dit qu'il y a une erreur là-dessus. Le CERFA a été corrigé.
Le Ouais, question-réponse. elle a rien dit. Elle a changé le surface en communication. Ouais, alors maintenant, elle a fait une petite Maintenant, colonne entre-temps, com. ils Ouais, se sont mais le positionnés, QR mais n'a pas été modifié. Mais globalement, ça veut donc dire qu'on revient à ce qui était prévu initialement. Si je suis dans une TPE de moins de 20 salariés, eh ben, j'informe mes salariés des élections, pas de réaction pendant 30 jours. J'organise seul les élections et je fais un premier tour et un deuxième tour. Deuxième point, ça veut quand l'adresse même par. dire que quoi qu'il arrive, on a informé les salariés, on leur a demandé, donc dans une entreprise de moins de 20, on leur a demandé est-ce que vous serez candidat. Ou pas. Ils répondent qu'ils ne seront pas, enfin, ils répondent pas, donc ils disent je ne serai pas candidat. On sait que le premier tour, on aura forcément une carence, puisqu'on est dans les moins de 20, et probablement on aura une carence. Et qu'au deuxième tour, on n'aura pas de candidat libre, on le sait, puisqu'ils nous l'ont dit. Mais on ne pourra pas signer le PV de carence au moment où on saura qu'il n'y a pas de candidat et on va être obligé de lancer toute la procédure, donc négocier le PAP, organiser un premier tour, organiser un deuxième tour. Alors, pas de négociation du PAP puisqu'il n'y a pas d'organisation syndicale qui vienne, mais tu vas devoir le On les mettre en place. invitera. Premier tour, il faudrait qu'un salarié aille chercher une organisation syndicale, c'est quasiment improbable. Ouais, donc Le on deuxième va... tour, il peut se présenter en candidat libre, parce qu'effectivement, il ne dit pas je ne vais pas être candidat. Il ne se porte pas candidat, en tout cas tout de suite, après la réflexion. Ça veut donc dire qu'effectivement, on va faire un processus affiché officiel et on ne pourra pas en tirer les conséquences immédiates. Voilà. L'art de Si, alors, simplifier les choses. juste un point, ça veut dire qu'il faut quand même qu'il y ait des PV d'élection, qu'on les tienne, un premier tour, deuxième tour, et qu'on les transmette de mémoire, l'adresse a changé On doit le depuis faire cette année. par Donc, version électronique. Ça se ouais, fait ouais, facilement. Et les bien procédures. sûr. Donc voilà. Donc, n'oubliez pas, quand vous organisez Les les élections, organiser quand même s'il n'y a voilà, pas de candidat et même s'il y aura un PV de exactement, carence, on fait tout comme il faut. comme d'habitude. Voilà, C'est ça le sens pratique. c'est ça. Et on va parler de pratique, justement, Christophe et Mélanie. Oui. Et du dialogue social. Hein, Le Et dialogue c'est bien. social. On est dans le voilà, dialogue social. on va On va surtout finir par faire parler, du on va dialogue. parler vacances, on voit les choses comme on veut. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé le 13 septembre? Il y a un mois, presque, ce Qu'est-ce n'était qu'un pas la mois? grève, justement. La Cour de cassation a rendu 4 arrêts sur congés payés et maladie ou suspension du contrat de travail. Euh, Manifestement, la Cour de cassation a voulu frapper fort puisqu'elle a choisi 4 arrêts pour marquer des règles qui vont au-delà de ce qui était annoncé en droit européen. Pourquoi je parle de droit européen? Parce que la Cour de justice va appliquer ou rendre le droit social français là-dessus conforme à ce qu'elle comprend du droit européen. Où est-ce qu'on en était en France? En France, c'est très simple. J'ai droit à 2 jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif. Travail effectif, ben, on sait qu'il y a des moments où, si je ne travaille pas effectivement, il y a des suspensions de contrat de travail qui sont assimilées à du travail effectif. Le Code du travail nous dit, par exemple, quand tu as un accident de travail et maladie professionnelle d'une durée ininterrompue d'un an, ben, tu as droit à des congés payés là-dessus. Par contre, quand c'est une maladie non professionnelle, ben, ce n'est pas considéré comme temps de travail effectif, pas de temps de travail effectif, pas de congés payés. Il se trouve que la France évolue aussi dans un autre spectre qui est l'Union européenne. Et dans l'Union européenne, la France, je vous rappelle, c'est 5 semaines de congés payés, plus des congés conventionnels. Dans l'Union européenne, il y a une directive de 2003, bon, qui est en fait la synthèse d'une directive de 93, qui nous dit bah, tout travailleur a droit à 4 semaines de congés payés. Important, 4 semaines de congés payés. Problème de cette directive, je le dis tout de suite, c'est qu'elle n'a pas fait d'effet direct horizontal. C'est-à-dire que entre deux personnes du privé, un salarié et un employeur, et Mélanie, mon employeur, ben, je ne peux pas lui invoquer la directive directement. Par contre, Mélanie serait une collectivité publique, je pourrais lui imposer la directive. Donc, je le mets à part, on a un problème, la directive n'est pas d'application directe, pas d'effet horizontal là-dessus. Et donc, quand le droit européen et quand la directive 2003 dit tout travailleur a droit à 4 semaines, ben, d'autres pays, mais aussi la France, ont posé des questions sur congés payés et assimilation ou pas à du travail effectif. 2009, en droit européen, c'est loin parce que c'est la Cour de justice de l'Union européenne, alors on y prête moins d'attention, on nous dit il n'y a pas de distinction à faire sur les congés payés entre les salariés malades et ceux qui travaillent. 2012, c'est un arrêt qui est super connu qui s'appelle Dominguez, qui nous dit en cas de maladie,
ce droit n'est pas subordonné à un temps de travail effectif minimum. Là, c'était le droit européen. Mélanie s'en souvient. On a tous dit à nos clients, méfiez-vous quand même. Mais nos clients français, qu'est-ce qu'ils nous disaient? Ben, moi, je veux bien, mais j'applique le droit du travail On leur a français. surtout dit pour le On disait, moment oui, mais il y a le droit continuer, hein. européen. Et elle disait, mais est-ce que le code du travail a changé? Non. D'ailleurs, on le dit tout de suite. En mars 2023, de mémoire, c'est le 8 ou le 9 mars 2023, la France a retranscrit dans l'urgence plein de dispositifs européens, mais elle n'a rien fait. La Cour de cassation, en 2012, quand elle voit cet arrêt Dominguez, la Cour de justice de l'Union européenne, elle s'adresse à tous les magistrats de l'Union européenne. Et elle leur dit, j'ai bien conscience que parfois, ce n'est pas facile à appliquer le droit social européen. Voilà ce que vous pouvez faire. Un, quand j'aurai une décision qui est conforme au droit social européen, car social, un principe majeur, vous devez essayer de trouver un dispositif légal de votre nation pour essayer de l'appliquer. Madame Dominguez, elle avait eu un accident de trajet. Et chez nous, ça résonne parce que l'accident de trajet, en droit de la Sécu, c'est de l'accident de travail. Et donc, les juges ont pu appliquer les règles de l'accident de travail à Madame Dominguez. La Cour de justice de l'Union européenne dit, si tu ne trouves pas de dispositif proche, ben, tu vérifies si la directive est applicable ou pas. Nous, on le sait, elle n'est pas applicable. Troisième critère, elle nous dit, ben, dans ce cas-là, on invite le travailleur qui se sent victime ou démuni ben, de saisir sa juridiction locale pour faire condamner l'État de la non-transcription d'un principe européen en France. Pourquoi je dis ça? Parce que là aussi, on a eu d'autres alertes. Pour faire condamner un État de la non-application directive, ce n'est pas le juge judiciaire, pas la Cour de casse, c'est ben, le tribunal administratif, Cour d'appel administratif, Conseil d'État. Et en 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand nous dit l'État est sanctionnable parce qu'il n'a pas retranscrit ou il a privé des faits Madame X du bénéfice des congés payés parce qu'il n'a rien fait. Cet été, Cour d'appel de Versailles, je crois que c'est juillet 2023, a dit la même chose. Vous voyez, donc on se dit, ce droit social européen est en train d'arriver en France. Mais la Cour de cassation, depuis 2012, alerte. Comment elle fait des alertes? Ben, la Cour de cassation, on est entre gens de bonne compagnie, elle fait des rapports, et en 2013, 2015, 2018, elle écrit noir sur blanc, attention. Si elle écrit attention, c'est que c'est beaucoup plus véhément. Quelqu'un du Sud, comme moi ou comme Christophe, vous serez beaucoup plus lourd. C'est il faut retranscrire ces principes européens en droit français. Mars 2023, la France, qui retranscrit en retard beaucoup de principes européens en droit français, ne le fait pas. La Cour de cassation attend et profite de plusieurs pourvois de cassation pour rendre plusieurs arrêts de principe ultra lourds de conséquences. Premier principe, c'est, restons sur l'accident de travail maladie professionnelle. On te dit que c'est d'une durée ininterrompue d'un an et à partir de là, tu crédites du congé payé. Ben, la Cour de cassation nous dit, même au-delà, tu créditeras du congé payé. C'est-à-dire que si je suis en accident de travail, maladie professionnelle pendant 2 ans, je créditerai du congé payé. Deuxième arrêt, ou premier arrêt, ça dépend quel ordre, que je sois en accident de travail ou maladie professionnelle ou maladie ordinaire non professionnelle, c'est pareil, je crédite aussi des congés payés. C'est-à-dire que dès que le salarié est en arrêt maladie, peu importe qu'il soit en accident de travail, maladie professionnelle ou non professionnelle, il va pouvoir acquérir des congés payés pendant sa durée d'absence. Troisième arrêt, très très lourd aussi, et là on en parle moins, c'est ce qu'on appelle la prescription, c'est-à-dire le droit pour le travailleur de dire, ben, à partir de quand je peux le réclamer et jusqu'à quand en arrière je peux le réclamer. En droit du travail français aussi, qu'il existe une prescription sur les congés payés, qui est du salaire, de 3 ans. Mais en droit européen, la Cour de cassation nous dit, ben, la prescription, elle ne peut que commencer, et là, c'est une obligation de l'employeur, que quand l'employeur a mis en demeure le salarié, de prendre ses congés payés. C'est-à-dire que quand le salarié est informé qu'il y a une période de référence pour prendre ses congés payés, eh ben, la prescription pourrait commencer. J'ai presque fini parce que on comprend bien que la Cour de cassation, pour taper fort, elle n'a pas pu utiliser tout à fait la directive. Elle a utilisé un autre principe du droit européen, qui est la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui, dans son article 31, nous dit tout salarié
a droit à une période annuelle de congés payés. Elle ne dit pas 4 semaines, elle ne dit pas 5 semaines. Elle dit une période annuelle de congés payés. Et cette charte, cet article 31 exactement, est d'application directe. C'est grâce à ça que la Cour de cassation a pu combattre. Alors on s'est dit, ben, OK, je crédite de 4 semaines de congés payés. Mais les commentaires faits par les magistrats de la Cour de cassation nous disent non, non, vous appliquez le montant total des congés payés français. Ce n'est pas 4 semaines, c'est 5 semaines, puis ces congés conventionnels. En pratique, je suis malade longtemps, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, je crédite autant de congés payés que ceux qui ont travaillé de façon effective. Simple. J'ai une prescription, ben les salariés pourraient la demander, entre guillemets, à tout moment, 3 ans en arrière, sauf si l'employeur a été capable de dire, n'est pas capable de dire, je n'ai jamais mis en demeure le salarié de le prendre, c'est-à-dire que les employeurs doivent maintenant faire un petit coup. Parce qu'à défaut, ça remonte très loin. Ça remonte très loin. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a condamné non pas un salarié, n'a pas donné droit, raison à un salarié, mais à une personne qui était en prestation de service pendant 14 ans, qui a demandé la requalification de sa presta en contrat de travail. L'employeur a dû dire gentiment, sur les congés payés, c'est limité à 3 ans. La Cour de cassation a dit non seulement je requalifie toute la relation de 14 ans qu'on a de travail, mais dans la mesure où il n'y a jamais de mise en demeure de prendre des congés payés, c'est 14 ans de congés payés. En même temps, si elle n'était pas salariée, évidemment que la famille Ben, en c'est a ce que pas. j'allais dire. Elle les a pris peut-être elle-même. Mais voilà. Voilà où on en est aujourd'hui. Mais ah non, Christophe, je te laisse parler. Merci, Émilie, pour cette explication. Et c'est évident que c'est une petite bombe, voire deux grosses bombes qui sont là dans nos cabinets. Donc, on est bien d'accord, ça ne concerne bien que les congés, les 5 semaines, les congés conventionnels. Par contre, on est d'accord que sur les RTT et autres, cela n'est pas concerné. On est d'accord. Bon, ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est est-ce que, parce que là, je vais prendre ma casquette d'employeur, est-ce que si je mets en place une organisation, puisque l'organisation, c'est le chef d'entreprise, pour l'instant, encore, sauf erreur, le Code du travail nous dit c'est l'entreprise. J'essaie de garder encore un petit pouvoir dans mon entreprise. Et est-ce que si je mets en place quelque chose de très strict sur les congés, une procédure claire en disant, ben voilà, vous devez me donner les congés, vous devez prendre en telle et telle période les congés, etc., etc. Je fais signer tous mes salariés. Est-ce que je peux me considérer que dans ce cas-là, j'ai mis en œuvre les mesures nécessaires, pour reprendre cette expression, et donc je pourrais me prévaloir en me disant, ben, j'ai pas de rétroactivité, parce que si j'étais attendu, il y a quand même une rétroactivité dans les décisions. J'ai une rétroactivité. Il y aura quand même 3 ans. Sur les 3 dernières années. Oui. Voilà. Ce ne sera pas les 14. En fait, le vrai problème, c'est pour plein d'entreprises qui ont voulu le faire, qui l'ont un peu fait, comme les salariés répondent pas, répondent jamais, ou il n'y a pas de suivi, le font plus. C'est ça, entre guillemets, le risque. Alors, en fait, il y a deux populations, si tu me permets. Il y a les salariés partis, pardon, excuse-moi Mélanie, et les salariés qui sont déjà là. Mais je te laisse parler, excuse-moi Mélanie. Est-ce qu'on n'est pas sur des cas, là, ce que tu décrivais, c'est quelqu'un qui est en prestation de service avec une demande de requalification. Parce que globalement, et c'est ce qu'on s'est déjà dit, dans la plupart des cas, la maladie, ça dure 3 ans en entreprise. Et au bout de 3 ans, normalement, la personne, voilà, et toutes les réserves qu'on peut avoir, mais au bout de 3 ans, la personne bascule en invalidité et en principe, la personne sort. Donc l'enjeu, c'est 3 ans de maladie. Est-ce que c'est si aucun salarié n'aurait eu les moyens de faire condamner l'État français et de revenir pour des congés payés sur 2 ans? C'est vraiment, c'est un prétexte un petit peu. Moi, ce que je constate, c'est que si je vous écoute les uns les autres, ça veut dire que dans mon bureau, par exemple, je parle doucement parce que je ne veux pas que ça donne des idées, ça voudrait dire que sur la période des 3 dernières années, mon collaborateur qui a été arrêté 2 ou 3 mois, ben, normalement, je vais devoir lui verser le reliquat de congé. Enfin, je dois lui donner ce reliquat de congé. Alors que jusqu'à non, on ne les verse pas, il doit les prendre. Non, mais je suis d'accord. On est bien d'accord. Juste une précision supplémentaire. Je ne peux pas les payer. C'est-à-dire que je ne peux pas dire, je lui dois 7 jours, je paye les 7 jours. Sauf si le contrat est rompu. Mais dans le cas. Le principe juridique, c'est ce que j'ai écrit, effectivement, c'est pour les salariés présents, c'est du droit à repos. Et pour les salariés partis, effectivement, c'est une compensation financière. Et qu'est-ce qui me reste, moi, chef d'entreprise ? On doit écrire aux gens qui sont partis, vu que ça a tout changé. Si on a des salariés qu'on identifie comme concernés, mais qui sont partis, par exemple, il y a 1 an. À mon avis, il y a plusieurs solutions.
Il faut écrire au guichet unique, comme ça se perd. Alors malheureusement, les salariés, les anciens salariés ne sont pas des guichets uniques et vont chercher souvent leur courrier. Euh, Après, c'est un problème d'opportunité. Est-ce que ces décisions, les longues maladies, parce que euh, quand même, c'est pas si courant que ça existe, bien évidemment. Mais heureusement, c'est pas du tout la majorité de nos travailleurs. Le but, c'est de les protéger et de mettre en conformité le droit européen avec le droit français. Mais il n'y a pas tant de cas que ça. S'il y en a, après, c'est un problème d'opportunité. Moi, des employeurs m'ont dit, pour les salariés partis, dans la mesure où ils ont signé leur solde de tout compte, je considère que les comptes sont apurés. Entre nous, chacun d'eux et l'employeur qui faisait solde de tout compte et le salarié méconnaissait cette règle. Voilà. Et certains me disent, s'ils viennent me chercher, eh ben, on avisera. Et pour les salariés présents, c'est la même chose. Moi, j'ai des salariés j'ai des organisations syndicales ou des CSE qui commencent à poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Et là aussi, c'est au cas par cas, en général. Le vrai point, c'est, en tout cas, qui est déjà immédiat, je crois savoir, hein, c'est pour les sociétés qui relèvent des caisses de congés payés. Puisque elles, ben, il faut bien qu'elles prennent des précautions et qu'elles créditent ces congés, entre Ça tombe guillemets. très bien parce qu'on a une question sur les caisses de congés payés, notamment évidemment du bâtiment. On a une question, avez-vous une idée de la position que vont avoir les caisses de congés payés dans le bâtiment concernant cet arrêt? Alors, je ne les connais pas personnellement, mais j'imagine qu'elles, elles ont tout intérêt pour éviter tout problème, tout contentieux, à demander ben, l'état de situation de chaque entreprise pour effectivement demander un reliquat. Peut-être qu'elles le limiteront à 3 ans. Donc, vraisemblablement, ils vont écrire à tous les employeurs concernés. J'imagine. Les caisses, elles vont devoir prendre des décisions, puisque c'est un conseil d'administration de la caisse qui va devoir trancher. Ils vont prendre des décisions. Moi, ce que je sais, c'est quand même que les organisations salariales, je parle bien des organisations représentatives salariales, bon, sont quand même embêtés, ennuyés, parce que le texte, ben, je veux dire, ils sont pas des vents en guerre, excusez mes propos, ils sont pas là pour attiser le feu et essayer de, parce que ils reconnaissent quand même une chose, c'est qu'il y avait un droit français que tout le monde appliquait. Bon, que c'est pas la faute ni de l'employeur, etc. Donc, rendons un peu de justice à ce niveau-là, voilà, là-dessus, parce qu'effectivement, ça a des conséquences lourdes. Et je vais aller même plus loin, ça peut avoir des conséquences lourdes pour moi. Moi, expert comptable, ou ma collaboratrice va se faire guirlander parce qu'on aura gardé 3 ans ou 2 ans peut-être du pont, alors qu'on aurait pu s'en séparer. Voilà, c'est aussi pas évident pour les uns et les autres. Hein. La situation, elle est quand même compliquée. Mais pour rebondir à ce que vous dites sur les caisses, je pense que les caisses appliqueront, en tout cas, si je prends la caisse des congés payés, au mois de mars, il va falloir faire un point bien précis des arrêts, je suppose. Mais il remonte. Je vois pas, excusez-moi, je vois pas la caisse aller sur les anciens qui ont les contrats rompus. Je pense que c'est sur le présent, oui. Je pense que là, certainement sur les salariés présents, oui. Mais que sur les anciens salariés, bon, pas Mais en trop grand moyen. réalité, les contentieux, moi, j'ai peu de retours, effectivement, comme tu dis, des organisations syndicales ou des CSE. C'est plutôt de confrères qui sont pro-salariés qui me disent on est en train de se poser des questions sur des actions collectives de salariés qui sont partis, par exemple. Ouais, mais il faut quand même qu'il y ait eu de longs arrêts pour toutes ces personnes. Il faut les recenser. Je veux dire, c'est pas dans Bien une sûr, société où ils vont, bien sûr. enfin, pour lancer une action collective, ça va être un peu compliqué. Est-ce que ça va encourager les départs? Ça veut dire que des employeurs qui étaient assez sympas et qui gardaient le salarié malade pendant une longue durée, en se disant, bon, finalement, ça me coûte pas grand-chose et ils sortent pas des effectifs et on verra. Est-ce que là, on va se dire, je suis très désorganisé depuis que ce salarié est malade, faut absolument le remplacer en CDI. Et donc, au lieu de rester dans les effectifs et pouvoir reprendre son poste, par exemple, au bout de 2 ans, ben, est-ce que ces gens-là vont pas perdre leur emploi? Effectivement, c'est à mon avis ce qui risque. En fait, il y a deux impacts RH, à mon avis. Le premier, c'est celui-ci. C'est se dire, avant, quand un salarié était en longue maladie, ben, les employeurs étaient plutôt conscients. Ils ne le voyaient plus, ils n'y pensaient plus vraiment. Ça leur coûtait un peu moins puisqu'il y avait le régime des prévoyance, point. Aujourd'hui, on se dit, attends, s'il revient avec un seul créditeur de l'ECP de je ne sais pas combien de dizaines, c'est énorme. Et puis, il y a une sorte d'injustice RH. Christophe et Mélanie ont travaillé, ça fait 2 ou 3 ans. Moi, j'arrive, j'ai un crédit de 180 jours. C'est plus possible, entre guillemets. Puis après, il y a aussi la période de report, on pourrait en parler après là-dessus, sur laquelle on pourrait négocier. Donc, effectivement,
là-dessus, en termes de RH, c'est difficile. Et puis, effectivement, les employeurs commencent à se préoccuper en disant, mais moi, je n'ai pas intérêt à garder dans mes effectifs des salariés en longue maladie. Alors, comme tu l'as dit, la première solution, c'est d'invoquer une désorganisation de l'entreprise avec nécessité absolue de remplacer les salariés en CDI. Encore faut-il qu'il ait vraiment ce besoin, parce que les contentieux là-dessus sont ultra rigoristes et vus de façon un peu pernicieuse par les conseils prud'homaux et les cours d'appel. Est-ce qu'il y a une vraie désorganisation? Il faut le prouver, une recherche, pas de contrat précaire possible et un vrai CDI nécessaire. Je t'ai vu réagir, Christophe. Oui, parce que quand même, on est dans des TPE, donc on peut profiter, on parle de petites entreprises, souvent 2, 3, 4 personnes, donc si vous avez un salarié absent, c'est pas pareil que si je suis dans une très très grosse Bien sûr. entreprise de 1000 personnes. On est bien conscient. Donc effectivement, la question c'est comment en tant qu'employeur, là j'essaie de prendre la casquette employeur ce matin, et certains vont peut-être pas m'aimer de l'autre côté, mais en tant qu'employeur, est-ce que j'ai des possibilités? Quelles sont les solutions que je peux mettre en œuvre? Si j'ai bien compris, bon, on ne peut pas limiter le droit, hein, le droit est acquis, le droit de congé est acquis, les 2 jours et demi sont acquis, donc je ne peux pas dire à un salarié, mais puisque tu ne les as pas pris, c'est perdu, ça c'est pas possible si j'ai bien compris. Par contre, est-ce que je peux fixer Oui. les congés doivent être pris au plus tard dans 18 mois, ou j'en sais, 24 mois, enfin 12 mois me paraît peut-être un peu Alors, court. Voilà. moi, je crois que si le législateur n'intervient pas, et pour l'instant, il a beaucoup d'autres préoccupations, donc imaginons qu'il n'intervienne pas dans les 6 mois, mais ce sera que pour l'avenir, il faut faire un accord euh, sur le droit à report. D'abord, le droit européen nous dit la période de report, c'est-à-dire après la période de prise, la période de report pour certaines situations est tolérée, et ils nous disent 9 mois, c'est pas assez, la prolongation de 9 mois n'est pas assez longue, 15 mois, ce serait bien. Donc, on comprend qu'au niveau européen, et puisque la Cour de cassation se base sur ces principes, ce serait possible, c'est qu'on serait, ça permettrait, si on augmente la période de report et de la porter à 15 mois par un accord, je rappelle que dans les TPE, on peut faire un accord, et comme tu l'as dit, Christophe, les gens sont quand même conscients, il y a le droit du travail français, tout le monde l'a appliqué, là, on augmente la période de report, et ben, ça me permettrait, si je suis absent 5, 6 ans, d'avoir un montant de CP qui ne correspond pas à toute la période, parce que grâce au droit de report, je pourrais le faire. Où il y a un plus grand doute, c'est la négociation sur qu'est-ce qui est compris dans les congés payés. Est-ce que c'est les 5 semaines congés conventionnels? Est-ce que c'est les 5 semaines ou pas? Voilà. Mais effectivement, moi, je pense qu'il faut négocier sur le droit au report tant que le législateur n'intervient pas là-dessus, sachant qu'il y a plein d'organisations professionnelles qui sont montées au créneau. Mais ce n'est pas encore, c'est pas dans la préoccupation immédiate. Je vous rappelle qu'il y a une conférence sociale lundi prochain du gouvernement. Donc, il y a plein d'autres Mais choses en cours là-dessus. oui, je rebondis, le gouvernement n'est pas pour l'instant préoccupé. Il ne sera préoccupé que s'il y a des contentieux importants, comme tu as dit tout à l'heure, et notamment sur l'histoire de la rétroactivité. Je pense que là, l'État interviendrait rapidement, et notamment par la loi, puisque, mais encore, il faudrait trouver le véhicule juridique, parce que c'est pas évident de trouver un véhicule juridique aussi, pour pouvoir qu'il n'y ait pas trop d'effets antérieurs. C'est pour ça qu'ils surveillent ce point-là. Moi, j'ai appris. Euh, Justement, et toujours, puisque dans la conférence, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de ressortir, c'est ce fameux compte universel de temps, un compte de temps universel, pardon, chercher, hein, qui sont en train de revouloir. Est-ce qu'on pourrait éventuellement, puisque tu as dit un report, mais est-ce que je pourrais mettre un accord d'entreprise et de créer un compte épargne-temps et de dire, ben, ce reliquat, je peux le mettre dans un compte épargne-temps. Alors, dans un compte épargne-temps classique, je peux y placer un tout petit montant de congés payés. Là, ce serait des congés payés, ce serait les 4 semaines plus la semaine. Il faudra adapter, pour éviter tout risque, le dispositif de l'accord pour montrer pourquoi, ou le dispositif législatif, puisque normalement, tu ne peux pas placer tous tes congés payés sur le compte épargne-temps. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'injustice. On nous dit, parce que nous, le droit de congé, c'était le droit de repos. Parce que les travailleurs, ils sont fatigués, ils se reposaient pendant 5 semaines. Et là, le droit européen nous dit, non, non, c'est discriminant par rapport à l'état de santé. Ben, le gars, il n'a pas travaillé, donc normalement, il n'est pas fatigué. Hein. Alors, c'est ce qu'on me pose souvent, sauf que quand je suis en arrêt maladie, souvent des longues maladies, ce n'est pas du temps de travail, mais ce n'est pas du temps de repos non plus. Puisque d'ailleurs, je crois que c'est un des arrêts qui disait si les arrêts sont régulièrement bien prescrits. Ça montre bien que si un médecin traitant prend la responsabilité d'arrêter
Mehdi pour X mois ou années, ça montre bien que mon état de santé ne me permet pas de me reposer d'aller à Palavas-les-Flots ou à Nice pour aller faire du surf. Malheureusement, Christophe. Là, tu parlais de la fraude, on ne parle pas d'arrêt frauduleux. Le vrai impact, et je vois les questions, c'est oui, ça pourrait avoir un impact financier important sur les provisions pour les sociétés, même si la solution n'est pas régulière, ça peut exister. Qu'est-ce qu'il faut faire? À mon avis, il faut faire du cas par cas. Euh, je crois qu'en ayant discuté avec beaucoup de gens, experts comptables, employeurs, salariés, ben, beaucoup me disent, je ne vais pas modifier mon bilan qui a été fait là-dessus. L'arrêt arrive le 13 septembre, je ne vais pas revenir en arrière malheureusement. J'ai appliqué le droit du travail français. L'État français a quand même une certaine responsabilité. Il n'a pas agi. Il n'a pas agi, il pouvait le faire en mars, il n'a pas du tout fait. Là, la Cour de cassation le pousse à flot. Moi, je pense qu'il faut être prudent et être plutôt dans l'opportunité. Pousser nos employeurs maintenant à jouer le jeu de l'information des congés payés, faire une information individuelle et écrite, ce qui n'est pas toujours facile quand Mehdi est en arrêt maladie, je n'ai pas forcément envie de l'enquiquiner, de lui écrire, tu sais que tu as des congés payés, que tu peux les prendre, mais De il toute faut façon, on ne attendre. va pas lui dire pendant sa maladie, c'est Moi, au je cours pense de qu'il sa faut maladie. écrire. Moi, je pense qu'il faut écrire à tous les salariés, même les contrats suspendus. Je Oui, rappelle, parce non, mais que en disant, je rappelle que la période d'acquisition, la période de prise et ça, vous avez tant. Une sorte d'information générale, point. Ça montrera que j'ai fait le nécessaire pour informer tout le monde. je vais être provocant, parce qu'il faut que je joue un peu le cynique. À vous écouter, le contrat n'est plus suspendu. Alors qu'on connaissait que les contrats maladie, c'est suspendé. Et là, je vous Ah, écoute, mais il est puisqu'il y a des totalement droits, il y a le suspendu. compteur Et qui je lui donne, continue. je lui rappelle les droits qu'il a. Quand il est suspendu, je lui adresse bien des bulletins de salaire. Ouais, à zéro. Je lui donne bien. Négatif, négatif. Nous, on le Pas fait à toujours, pas négatif. toujours. Dans le grand sud-ouest, on le fait de négatif. Je t'expliquerai Mais, avec votre. mais du coup, ça, c'est pour jouer sur les 3 ans, je l'entends bien. Mais sinon, le gros enjeu, c'est au retour de l'arrêt maladie du salarié qui aura, par exemple, une période assez importante. À son retour, là, je lui fais un courrier où je lui dis, bon, maintenant, tu as un solde de temps puisque ça fait 1 an que tu acquiers des congés et que tu n'es pas là, plus ton solde passé, tu as, 1 an et demi ou tu as 15 mois pour que ça s'arrête. Oui, Et il ça, on faut peut le tout faire poser. aussi. Donc, en Ça, fait, on il ne peut, revient plus pendant 6 mois. ça, on peut le Mais faire aussi. Mais ce n'est pas ce que dit la Cour de cassation. La Cour de cassation nous parle de la prescription. Là, effectivement, tu peux lui dire aussi à son retour. Oui, Mais si Christophe. on le dit au retour, cher maître, est-ce que je peux lui imposer en même temps, moi, les règles de prise de congé, en lui disant, ben voilà, vous reprenez là en octobre, moi, vous prendrez en janvier, 4 semaines. Est-ce que je peux lui imposer, moi, chef Normalement, d'entreprise? ben oui, moi, c'est ce que je fais en général. Là, la solution n'est pas nouvelle. Entre nous, il y avait déjà des conventions Bien sûr. collectives qui considéraient qu'une partie des suspensions du contrat de travail créditait les congés payés. Ben, nous, c'est ce qu'on dit. Vous venez d'arriver, vous avez le choix. Et là, je proposais, vous pouvez prendre des congés payés immédiatement, après la visite médicale de reprise, qui vous déclara, bien sûr, ou alors, dans 1 mois et demi, je vous propose de prendre des congés payés de temps en temps. Voilà. Et j'ai imposé ça. On a une question, la simple information sur le bulletin de paye tous les mois avec le crédit qui monte, est-ce que ça pourrait Non, valoir information sur non, l'acquisition parce du que la Cour projet? de cassation nous dit une information individuelle. C'est Donc, individuel, le et bulletin de paye. écrite, ouais, mais on sait que les salariés ne Merci. disent pas tous le bulletin de salaire et toutes les mentions. Tout le monde va le Autrement, il n'y tenter, aurait pas hein. de C'est contentieux une sur bonne les heures idée, ça. supplémentaires. Ce sera l'argument de tout le monde. Mais oui, oui, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Est-ce que c'est forcément recommandé pour considérer qu'on a bien passé l'info? Non. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. On peut. On est en synthèse. Est-ce que l'employeur est obligé de créditer les CP pour les salariés concernés sur les 3 dernières années ou depuis l'entrée du salarié s'il n'y a pas eu de mise en demeure? Honnêtement, je vois personne qui spontanément va venir payer spontanément depuis l'embauche du salarié. Ça J'aime va. beaucoup cette prudence chez Mélanie de bon matin. La réponse est effectivement celle-ci. Personne ne va le faire Personne va spontanément. le faire. Et il n'y a que les salariés qui vont demander, qui vont l'avoir. Les autres ne l'auront pas. Alors, Peut-être au probablement, prétexte ou les d'autres employés. contentieux. Alors, moi, j'ai des clients qui l'ont évoqué en CSE en disant, ben voilà ce qui est arrivé. Certains, ces membres de CSE l'ont découvert, parce qu'il faut faire un peu d'RH, hein, et il dit, moi, j'ai envie qu'on négocie sur la période de repas. J'ai pas envie que ça nous enquiquine. Et le CSE s'est dit, tiens, c'est bien qu'un employeur anticipe pour l'avenir, et ils se sont posés aucune question pour le passé.
Je pense que c'est plutôt cette philosophie-là, hein. Je rejoins ce que je dis, Mehdi. Tout le monde est conscient de ce qui s'est passé. On part du 13 septembre et on regarde les applications maintenant. Je pense que beaucoup, et je pense que là, les partenaires sociaux sont assez en phase pour dire sur le passé, on le fera au cas par cas. Ce sera plutôt du cas par cas. Comme pour les personnes qui disent, on va devoir informer, évidemment, en tant que conseil d'entreprise, vous allez devoir Oui, informer vos oui, clients oui, Bien oui, sûr. oui, sur les changements. oui. On l'a pas encore fait, mais on mettra à disposition des adhérents Et, une note et d'information à j'ajoute, destination de vos et clients. j'ajoute, Mélanie, si tu me le permets, par rapport à l'ensemble de nos participants, c'est de dire que même il va falloir que ça soit plus précis, c'est que nous écrive nous à l'entreprise où il y a un salarié en arrêt depuis X mois pour lui signifier pour que le droit de conseil fonctionne bien. La simple information collective ne suffit pas à dédouaner notre droit de conseil. J'en profite en même temps de faire une petite parenthèse de droit nous concernant. Donc il faut que ça soit plus précis. Il y a le droit d'information collectif, mais c'est après au cas par cas, dossier par dossier, qu'il va falloir être prudent et bien notifier au chef de Alors, projet. la prudence, à mon avis, soyons très concrets. Des entreprises qui n'ont jamais connu de longues maladies, parce que c'est ça le point, hein. Ce n'est pas les maladies de 2 ou 3 jours ou une semaine ou deux. Elles, il faut juste qu'elles changent, entre guillemets, leur pratique d'information sur les congés payés. Il faut qu'elles se tiennent en disant, en février, si elles ont un exercice normal de congés payés, il y a des périodes de référence, il y a des périodes d'acquisition. Ça, il va falloir, c'est horrible, mais formaliser les choses. Et ça, c'est super important. Pour les autres, il va falloir en plus, effectivement, gérer le cas par cas sur les très longues maladies. On va tout préparer. Ben oui. On va tout préparer. Et comme ça, on le mettra à disposition des adhérents. On fera valider ça avec Mehdi. Merci d'avance. Il est 9h12. Alors, on a pas mal de questions, mais qui, je pense, ont été finalement traitées. Euh, pour les autres, voilà, je vois des questions. Les éditeurs de logiciels de paie, ils vont donc prévoir un report automatique des congés payés. Oui, ça va. Ils vont s'adapter si c'est pas déjà fait sur le mois d'octobre. J'imagine qu'ils vont tous, ils vont créditer en permanence, hein, ils n'arrêteront plus. Euh, je reprends toutes ces questions. Je vois si certaines n'ont pas été du tout évoquées. Auquel cas, n'hésitez pas à revenir vers moi. On peut en prendre peut-être une ou deux en plus. Je ne sais pas si vous en avez vu qu'on n'a pas. Alors, il y a une question, quelqu'un qui dit, si j'étais malade pendant 5 ans, j'ai donc 5 années de congés payés. La réponse est oui. En théorie, oui. Mm. Ce qui va être terrible d'ailleurs, c'est celui qui revient et qui est déclaré inapte, et celui qui revient qui est déclaré apte. Parce que celui qui est déclaré inapte, il a un droit à paiement immédiat normalement. Mm. Et le congé parental, on m'écrit, ça marche Alors, aussi? tiens, le congé parental, ce n'est pas des congés payés, donc non. Quoi, ce n'est pas une maladie. Mais le congé parental d'éducation, c'était le 4e arrêt de la Cour de cassation qui nous disait, mais ça a été retranscrit dans le Code du travail, que les congés acquis avant ne sont pas perdus. Ok. Oui, parce que normalement, au bout de 15 mois, c'est perdu. On avait ça en tête. Oui, mais le Code du travail vient d'être changé là-dessus. Donc, Donc là, pour le congé parental, tout ce qui était. Bon, ça, c'est assez logique qu'au retour, et c'est quand même des vacances. c'est ça. C'est pas absurde. Donc, j'ai renoté toutes les questions. Je les ai tous. Je regarderai ça pour essayer de voir si on peut faire une foire aux questions avec ce qui a été traité ou pas. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous. On, Christophe on- Mézy, il est on- 9h13. on- Est-ce que vous avez des Ouais, points alors, que vous juste voulez un point, évoquer juste un point. Alors, pour les 2 minutes qui arrivent? pour les petites maladies, je ne sais pas si vous vous souvenez quand même, mais on avait le fait, c'est le Code du travail qui nous disait, un mois de travail correspond à 4 semaines, donc 24 jours. Et donc, pour avoir 30 jours de congé payé dans l'année, il fallait avoir travaillé simplement 48 semaines. Les logiciels n'étaient pas tous en phase avec cette règle du Code du travail. C'est-à-dire que les petits arrêts maladie n'impactaient pas en réalité le droit au congé payé total. Là, on parle vraiment de congés payés suite à des arrêts maladie longs. Oui, bien Non, sûr. mais il y avait des logiciels qui n'étaient pas à jour réellement. Et à la moindre maladie, ben, neutraliser ces jours-là pour le droit à congé, ce qui n'était pas tout à fait légal.
n'était déjà pas légal, ce sera pire, parce que ça va être scruté, bah, notamment par tous les avocats de salariés, dans tous les contentieux. J'imagine que ça va aller un peu quand même vérifier est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu des maladies et est-ce qu'on va avoir des sujets sur les congés payés, ce qui était plus rare C'est pour, dans le ce- passé. c'est pour cela que j'en profite et que ECF mettra en face, avec Mélanie, une question-réponse, parce que je ne vois pas de FAQ venir de l'État, puisque l'État, ils ont mis sur le tapis en disant on regarde de loin, on voit si ça brûle, on fera quelque chose, mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression que quelque part, ni du côté de la DGT, ni du ministère, ni nulle part, on va sortir une sorte de FAQ pour nous Non. expliquer ce qu'on devra faire. Hein. Non, mais retenons bien ce que tu as dit en entrée. Ça concerne que les congés payés, ce n'est pas les Bien sûr. RTT. Ce n'est pas les Absolument. GRTT ou quel que soit le nom que vous avez donné là-dessus. Et c'est après, c'est toutes les suspensions du contrat de travail liées à l'état de santé. Est-ce que une clause dans le contrat de travail pourrait être suffisante? Évidemment, non. De la même façon que le bulletin de paye ne sera pas suffisant, l'anticiper dans le contrat, ce ne sera pas possible. Il faudra vraiment faire, comme l'a dit Mehdi, un courrier tous les ans. Un courrier tous les ans pour bien dire vous pouvez prendre vos congés et ensuite une information personnelle des gens qui seront concernés avec des longues maladies. On peut vous souhaiter que dans vos cabinets, ça arrive peu, chez vos clients, ça peut arriver assez facilement aussi. Donc, il faudra être vigilant et leur dire de l'être. Parce que vous le serez, et puis notamment ceux qui sont présents ce matin sont ceux qui vont s'intéresser à ces questions et donc vont être vigilants. Il faudra savoir prévenir ceux qui le seront moins. Vous voyez, comme quoi, ce matin, je vous ai dit que la loi de finances était pauvre, vous alliez vous ennuyer. Eh bien, heureusement qu'il y avait Mehdi, parce qu'au moins, vous n'allez pas vous ennuyer sur les congés payés. Alors, Ça, je c'est ne suis voilà. pas le magistrat de la Cour de casse, mais effectivement, je trouve qu'il y a plein de choses à faire. Et juste pour rebondir sur ce que dit Mélanie, l'information sur les congés payés, en réalité, c'est une obligation qu'on est censé faire. Oui. Plus personne ne le fait depuis des années, mais normalement, on est censé rappeler qu'il y a des pas de congés payés, savoir qui veut partir, les couples sont prioritaires, ouais, des choses comme ça, et annoncer l'ordre du départ. Personne ne le fait en pratique parce qu'on est un pays latin et on se dit, bah, tu partis, je te préviens, je pars dans 2 semaines. Voilà. Oui, Mehdi, ça se fait pas parce que je l'ai dit tout à l'heure et je le plaide, on est des petites entreprises, donc ça se fait Mais parce qu'on se fait confiance aussi dans un rapport voilà, humain, ça se fait bien dans sûr. une relation humaine. Voilà. Eh bien, je vous remercie tous les deux. Je vous remercie tous les Merci deux. à toi, Mélanie. On Merci. a tenu pile le chrono de ces 45 minutes qui étaient prévues. Tout le monde va pouvoir reprendre son activité et commencer sa journée tranquillement. Merci encore. Merci à tous les participants. Ça fait vraiment plaisir de voir beaucoup de monde mobilisé quand on organise des événements comme ça. J'ai reçu quelques mails, je les traite. Et sinon, n'hésitez pas à revenir vers nous. Salut Christophe, à tout à l'heure. Et Mehdi, à très vite. À très vite. Au Au revoir tout le revoir monde, Merci, tout prenez le soin merci de à vous vous. monde. tous. Bonne Merci, au journée. revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir.